l'université Bauhaus de Weimar. Son campus s'étend au cœur de la ville, en bordure d'un grand parc. Dounia Tizen Moussa est vétérinaire et éthologue, spécialiste du comportement des animaux. Elle est venue de Hanovre pour mener ici une étude inédite en Allemagne. Elle va suivre, sur plusieurs jours et 24 heures sur 24, les allées et venues de plusieurs chats. Elle dispose pour cela de colliers émetteurs spécialement conçus pour leurs petits gabarits. Nous n'avons heureusement plus besoin de courir derrière les chats, grâce aux nouveaux colliers GPS que je compte utiliser et qui sont à la fois légers et confortables. Ils auront quelques jours pour s'y habituer et retrouver un comportement normal. Je veux éviter qu'au début de mon étude, ils restent à l'intérieur et qu'ils soient terrorisés par cette sensation inconnue. Mais après cette période d'adaptation, ils reprendront leur balade habituelle. Les émetteurs GPS doivent être petits et résistants, car pendant 5 jours, ils vont régulièrement transmettre des signaux de géolocalisation. Pour réaliser cette expérience, je vais suivre des chats de compagnie qui vivent dans des maisons ou en appartements, mais qui peuvent sortir à leur guise. Et je vais observer leurs déplacements. J'ai choisi Weimar pour cette étude, car il s'agit d'une ville avec beaucoup d'arbres et de parcs, et avec une forte densité de chats. Par ailleurs, il existe peu d'études scientifiques en Allemagne à ce sujet. L'éthologue a sélectionné des propriétaires de chats désireux de savoir ce que leur minet trafique quand ils quittent la maison. Avant toute chose, elle vérifie l'état de santé des candidats. Pour attacher le collier, il suffit de le passer autour du cou et de faire coulisser la fermeture. Le mieux, c'est de lui mettre chez vous, au calme. Oui, on fera ça à la maison. La visite préliminaire est aussi l'occasion de découvrir le caractère et les habitudes de chacun des chats. Comment est-ce que vous le décririez? C'est le chat le plus affectueux que nous ayons eu. Avant, il sautait directement sur nos genoux. Maintenant, c'est plus laborieux. Il doit s'agripper. C'est normal à son âge de ne plus sauter comme avant. On voit qu'il a été blessé à l'oreille, là. Oui, il s'est battu. Avant, c'était un sacré bagarreur. Ici, à droite, dans le cou, on sent un ganglion très enflé. C'est le signe qu'il y a eu une inflammation. La scientifique a choisi 10 chats pour son étude. Des jeunes, des vieux, des mâles, des femelles, des farouches et des polissons. Des chats vivant seuls avec leur maître ou en communauté. Est-ce que vos 3 chats rapportent des souris ou des oiseaux? Les deux. Et pas qu'un peu. Ah oui? Comment ça? Ramener des oiseaux, on leur a défendu, mais bon, ils n'écoutent pas toujours. Ils ramènent des tas de souris, au moins 50 ou 60 l'année dernière. On se doute bien que dehors, ils font des choses qui nous échappent. Et ce serait intéressant de comparer avec leur attitude à la maison. Allez, reste tranquille. Fais un sourire. Elle ne se laisse pas faire. Nous habitons juste en face. Nos chats connaissent bien le campus. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La phase d'adaptation commence. Rien de tel que quelques friandises pour mieux faire accepter le port du collier. Bien vite, les chats le mettent à l'épreuve de leur quotidien, vérifiant qu'ils n'entravent pas leurs mouvements.
Une fermeture de sécurité anti-étranglement permet au collier de s'ouvrir en cas de problème. Certains chats se montrent tellement à l'aise qu'ils ont le privilège de porter à leur cou une petite caméra spécialement conçue pour eux et qui en dira encore plus long sur leurs escapades. Le monde vu à hauteur de chat. Ces images viennent compléter les données GPS et dévoiler le quotidien des félins. Un point de vue inédit, de quoi se mettre à leur place et mieux cerner leur comportement. Poumon de la ville, mais aussi cœur de la zone d'étude, le grand parc de l'Ilm s'étend au milieu de Weimar. C'est dans les quartiers voisins, tout autour du parc, que vivent les familles sélectionnées et leurs chats. Ainsi que Axel Peukert, qui est vétérinaire. Il connaît aussi bien Weimar que ses habitants, du moins ceux qui sont ses patients. Il aime particulièrement aller se promener dans le parc tout proche. L'Ilm coupe le parc en deux moitiés, est et ouest. Ces vastes pelouses offrent de belles perspectives dégagées. Derrière nous se trouve la vallée de l'Ilm. C'est une étendue herbeuse laissée en friche, parfaite pour les souris et où les chats aiment venir chasser. Ils ont la taille idéale pour se tapir dans ces herbes. Il leur suffit de se redresser pour voir au-dessus. Et grâce à leur ouïe très développée, ils peuvent localiser les bruits venant d'une proie. Ils se mettent à l'affût au milieu des herbes. Dans cette végétation touffue, ils ont un avantage certain sur les rongeurs, qui sont bien plus petits et ne voient donc pas très loin. C'est un terrain de jeu pour eux. Avec une population de 65 000 habitants et d'environ 10 000 chats, Weimar peut prétendre au titre de capitale allemande des chats. Le parc de l'Ilm a été créé et imaginé comme un lieu de détente au XVIIIe siècle sous l'influence de Goethe. Le poète s'est inspiré des jardins à l'anglaise, imitant une nature sauvage. Il a agrémenté le parc de ponts, de ruines et d'une maison romaine de style néoclassique, très en vogue à l'époque. Le campus universitaire, près du parc. C'est ici que le vétérinaire a rendez-vous avec sa collègue éthologue. Bonjour, je suis Dunia. Ensemble, ils délimitent le périmètre de l'expérience dans lequel les chats vont circuler librement au cours des 5 jours à venir. Les données GPS révéleront leurs itinéraires. Là, c'est une famille avec 3 chats, Ernie, Wully et Henning. Les propriétaires se demandent si Henning, qui a peur de la rue selon eux, ose tout de même la traverser pour se rendre dans le parc. Voici Rudi. Lui, je le connais. C'est le plus âgé des chats participants. Il a déjà 15 ans. Il vit tout près du parc, chez un couple de personnes âgées qui le voient souvent revenir avec des blessures. Oui, je l'ai déjà soigné. Voici 2 chats uniques, Zora la rousse et Lottie. Ça ne m'étonnerait pas que celle-ci aille se balader dans le parc. Elles se connaissent sûrement. Peut-être pas en personne, mais par l'intermédiaire de leurs phéromones. Oui, je dirais la même chose. Pendant les 5 jours à venir, la position des 10 chats participants sera retransmise par leur émetteur minute par minute. 600 signaux par heure, soit plus de 14 000 par jour. Pour la scientifique, ça représente des dizaines de milliers de données à analyser. Sa mission ? Définir l'étendue du territoire de chaque chat, identifier leurs itinéraires réguliers et comparer les résultats. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de connaître la taille de leurs territoires respectifs. Nous savons qu'il y a beaucoup de chats à Weimar. On peut donc s'attendre à ce que le territoire de chacun soit plus petit que celui d'un chat vivant à la campagne, par exemple. J'aimerais aussi voir s'il y a une corrélation entre le profil du chat et son territoire. Celui d'un mâle non castré est-il plus grand ou plus petit que celui des femelles ? Lottie s'est très vite habituée au collier GPS. C'est donc sur ces escapades que la chercheuse va se pencher en premier.
Lottie adore les gens. Elle est sociable, confiante et n'est pas farouche pour un sou. Voilà ce qui la rend si spéciale. Il n'y a aucun problème avec les enfants. Bien sûr, je surveille quand même pour qu'il ne se passe rien quand la petite l'attrape, mais Lottie sait envoyer les bons signaux. Parmi ces signaux, il en est un parfaitement explicite qu'elle réitère plusieurs fois par jour. Je voudrais sortir. À peine dans le jardin, elle entreprend de marquer son territoire grâce à des glandes odoriférantes situées sur la tête, les joues et les pattes. Elle dépose ainsi ses propres phéromones afin que tous sachent qui habite ici. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle fait quand elle est dehors et jusqu'où elle va. Au cours de ces rondes, Lottie détecte les marquages des autres chats, qui délimitent en partie son territoire. Elle enchaîne les petites balades au cours de la journée, souvent sans but précis, autour de la maison. Le premier jour de l'étude, c'est vers l'ouest qu'elle va faire sa plus longue virée. Ce jour-là, à 13h, l'ensemble des signaux de Lottie, associant l'horaire aux données GPS, permettent à l'éthologue de reconstituer un circuit étonnant. Les chats Zora et Lottie vivent dans le même secteur. J'ai donc voulu savoir si elles se connaissaient, si elles partageaient un même territoire, ou bien si l'une partait dans une direction et l'autre dans le sens opposé. La reconstitution de la balade de Lottie livre déjà de précieuses informations. Il y aurait une sorte de ligne de démarcation le long de laquelle les deux demoiselles s'espionnent, mais sans avoir à se croiser. Tandis qu'en journée, Lottie pique d'abord vers l'est, elle revient rapidement sur ses pas et part en zigzag vers l'ouest, probablement pour rafraîchir ses marques olfactives et contrôler que d'autres chats n'ont pas fait d'incursion dans son territoire. Très exactement 12 heures plus tard, en pleine nuit, Zora part en patrouille en direction du territoire de Lottie. Les marquages lui indiquent précisément où est passée sa rivale. Un chat tâche toujours de savoir jusqu'où il peut aller. S'il se contente du territoire où se trouve sa propre odeur, il rate peut-être l'occasion de l'agrandir. Le territoire de Zora a une particularité par rapport à celui des autres chats. Impossible d'établir exactement l'endroit où elle vit à partir de ces signaux. Les données GPS des autres félins se superposent au-dessus de leur foyer, à tel point que sur la carte, ils disparaissent sous un nuage opaque. Zora, elle, semble avoir une maison, mais aussi 3 autres endroits préférés. Comment l'expliquer ? De l'espace, des maîtres sympathiques, une gamelle bien remplie, une vie de rêve pour un chat domestique. Mais au loin, elle entend déjà approcher la raison de son tourment. Son horripilante colocataire ne va pas tarder. À peine Zora entend-elle Lotte, la chienne, que le stress commence à monter. Les chats ont l'ouïe extrêmement fine. Ils peuvent faire pivoter leurs oreilles indépendamment l'une de l'autre et un petit repli de peau sur le bord les aide à localiser précisément la source d'un bruit. Pour Zora la sensible, la présence de la jeune chienne est un calvaire. Lotte ne lui veut aucun mal et n'a qu'une envie, jouer avec elle. Mais Zora ne comprend pas qu'elle remue la queue sans arrêt. Un geste qui, pour les chats, exprime l'agressivité. Et ses mouvements pâteaux et pressants l'agacent. Zora préfère battre en retraite. Et la chienne s'emparer du canapé. Quand Zora vivait seule ici, elle était traitée comme une reine. Elle était partout chez elle, elle régnait sur chaque pièce et dormait où bon lui semblait. Quand la chienne est arrivée, tout a changé et elle s'est retranchée à l'étage.
Au bout d'un long moment, nous sommes parvenus à établir une sorte de cohabitation pacifique. Nous espérons découvrir quelques-uns des secrets qu'elle nous cache. Zora, la solitaire, choisit régulièrement de se retirer au calme dans les jardins voisins, où elle a ses cachettes préférées. Rudy, le doyen des chats de l'étude, n'a pas ce problème. Le vieux matou mène une vie de pacha aux abords du grand parc. Le chat est un chasseur opportuniste, un adepte du moindre effort. Avant, Rudy savait ouvrir les portes. Il se suspendait à la poignée et si la porte ne s'ouvrait pas, il donnait des coups de patte jusqu'à pouvoir rentrer. Il n'y arrive plus aujourd'hui et ce n'est pas plus mal. Lorsqu'il surgissait en plein milieu d'un film policier, il nous faisait parfois de ses frayeurs. Il faisait la loi. Il chassait tous les autres chats du quartier. C'était un vrai caïd. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous avons déjà remarqué par 2 fois qu'il s'était fait mordre. Avec Rudy, qui n'est plus tout jeune et plus aussi vigoureux, c'est surtout la taille de son territoire qui m'intéresse. Est-il encore aussi grand que celui d'un jeune mâle combatif? Ou a-t-il réduit son territoire parce qu'il n'arrive plus à le surveiller et qu'il a dû en céder une partie à d'autres chats? En journée, Rudy aime traverser les jardins des voisins pour se rendre en bordure du parc. Le parc est très fréquenté. Cela en fait un endroit intéressant, mais aussi dangereux. En cas de rencontre avec un chien, Rudy adopte la posture typique d'intimidation. Il fait le gros dos, le poil hérissé, et plutôt que de fuir, avance de profil vers l'adversaire, prêt à en découdre. Rudy est un senior qui en impose. Rudy ne fait en général que de courtes rondes. Mais là où il se distingue, c'est qu'une fois par jour, il va faire un grand tour qui dure entre 45 minutes et 1 heure, dans une direction précise. Un jour il va au nord, les autres jours au sud ou à l'ouest. Même si dans l'ensemble il se déplace moins que ses camarades, il contrôle tout de même un assez large territoire. Un privilège réservé aux chats, qui tiennent à leur indépendance. Ils sont les seuls animaux domestiques à demander à se promener seuls et à y être autorisés. À leur retour, c'est le rituel de la toilette. L'occasion de se nettoyer et de se peigner avec leur langue grappeuse, mais aussi de percevoir de nouvelles odeurs. La toilette d'un chat. Une mesure d'hygiène, une inspection rigoureuse et un moment de détente tout à la fois. Les longues virées entreprises par Rudy au cours des 3 premiers jours forment des boucles qui s'inscrivent dans des directions bien définies. C'est sa façon de surveiller un grand territoire tout en économisant son énergie. Rudy est plus organisé et efficace que les autres chats, qui renouvellent chaque jour tout leur marquage. Lui, il va un jour par ici, le lendemain par là, car rappeler son odeur une fois par semaine, c'est suffisant. Au sud du parc, 2 autres seniors se partagent la même maison. Adoptés pratiquement en même temps par la famille, ils ne sont pas amis pour autant. Leur différence de caractère les pousse à vivre leur vie chacun de leur côté. Emily est notre chat de compagnie, adopté il y a 14 ans, parce que nous voulions un chat.
Peu après est arrivé le jeune Lars, que nous avons trouvé dans un vieux hangar non loin d'ici. Il a mis du temps à s'habituer à nous et à nous faire confiance. C'est notre petit sauvageon. Les deux chats s'évitent autant que possible. La terrasse où se trouvent les gamelles est officiellement une zone de paix. La méfiance restant de mise. Emily passe désormais le plus clair de son temps dans la maison. Elle est vieille et préfère rester à l'intérieur. La maison, c'est son territoire. Si Lars rentre, elle feule et il déguerpit. Dehors, c'est l'inverse, c'est le territoire de Lars. Si Emily sort, il la fait fuir. Lars n'habite pas dans la maison familiale, mais dans la remise du jardin. Il a fallu du temps et de la patience pour que le petit farouche se laisse approcher. Très craintif de nature, il continue à s'éclipser au moindre bruit ou en présence d'étrangers. Non loin de là se trouvent des hangars désaffectés où Lars est né. Comme les autres chats arrêts, des chats redevenus sauvages, il n'avait aucun contact avec l'homme. Il doit être dans les parages. C'est son territoire et il y retourne de temps en temps, vérifier s'il y a du neuf. C'est ici que la famille a trouvé Lars, encore tout jeune et livré à lui-même. Et il semblerait qu'il y revienne régulièrement. L'étude dévoile une chose étonnante. Lars a beau être sauvage, son territoire est quasi identique à celui de Emily, sa rivale casanière. Lui aussi est donc un petit pantouflard. Tous deux possèdent le plus petit territoire de tous les chats étudiés. Mais ils le parcourent en alternance, parfois à quelques minutes d'intervalle seulement. La mère de Lars était également un chat arrêt. Il y a quelque temps, nous l'avons attrapée avec un piège pour la faire stériliser et éviter de nous retrouver avec 10 nouveaux petits Lars chaque année. Les protecteurs des animaux trouvent régulièrement des chatons orphelins qu'ils amènent au vétérinaire pour qu'ils les remettent sur pattes. Abandonnés, les chatons souffrent vite de sous-alimentation et de graves maladies. S'ils ne sont pas encore sevrés, c'est la mort assurée. En 10 000 ans, les chats domestiques se sont habitués à vivre aux côtés de l'homme. Une vie de chat errant est difficile pour eux et synonyme de bien des souffrances. Ceux-là se portent plutôt bien et sont assez mignons. Mais il arrive qu'ils aient d'affreuses plaies ouvertes ou de la diarrhée au point qu'il faille se boucher le nez. Et j'ai pourtant le cœur bien accroché. Alors ça n'a rien de drôle. Et parfois il faut prendre une décision parce qu'on sait qu'ils ne survivront pas. J'ai fait adopter 300 animaux au cours des 3 dernières années. Mais nous en avons 10 que nous ne pouvons pas proposer à l'adoption, parce que leur état de santé ou leur caractère ne le permet pas. Les premières semaines de vie des chatons ont une influence décisive sur le reste de leur existence. Entre la 2e et la 7e semaine, et de préférence les chats doivent rester auprès de leur mère. Ensuite, il faut qu'ils découvrent les humains. Ceux qui rencontrent l'homme sur le tard peuvent devenir des chats sympas, mais ils resteront toujours à moitié sauvages et ne s'habitueront jamais totalement à nous. Les chats ont un taux de reproduction très élevé. En quelques années, une femelle peut être arrière-arrière-arrière-grand-mère et avoir des milliers de descendants. Le vétérinaire est donc favorable à la stérilisation obligatoire. Je connais bien des gens qui disent que stériliser, c'est mutiler. Mais il n'est pas acceptable qu'en ne faisant rien, on se retrouve avec de petits êtres dans un état calamiteux. Puisqu'ils se cachent, nous n'en avons pas forcément conscience. Un coryza chronique, un œil en moins, mais Mira est en vie. Elle est l'un des nombreux chats trouvés que le vétérinaire a sauvés.
Elle cherche un nouveau maître, maintenant qu'elle va mieux. Ok, der geht's gut und die Katzen dichter. Les chats sont si nombreux par chez nous qu'un chat errant ne trouvera pas assez à se nourrir. Das geht einfach nicht. Die können sich selber nicht ernähren. On se fait cette belle idée du matou sauvage qui n'a qu'à chasser pour se nourrir. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. So nicht. 3 chats ont eu la chance de trouver un foyer accueillant avec des maîtres attentionnés. Une belle maison près de l'université qu'une simple rue sépare du parc. Et le jardin à l'arrière est adossé au campus universitaire, qui est si vaste que les chats n'ont pas besoin de traverser la rue. C'est du moins ce qu'espèrent les propriétaires. Quand j'étais petit, notre chat s'est fait renverser par un camion. Et j'ai encore en tête l'image de ses yeux sortis de leurs orbites. À l'époque, je me suis promis que je ne vivrais plus jamais ça. Parce qu'on les aime de tout notre cœur, nos boules de poils. Et puis, ça a fini par arriver. Ernie a débarqué dans notre vie. Et les autres ont suivi. Après Ernie, c'est la jeune Wooly de 4 ans qui s'est réfugiée chez eux. Elle a donné naissance à Henning. Le jeune mâle a aujourd'hui 2 ans et il n'a jamais été question qu'il change de famille. Les 3 chats ont dû apprendre à se partager la maison et le jardin. C'est devenu une entente cordiale, une cohabitation. Ils arrivent à se supporter sans trop se bagarrer maintenant. Ils se tolèrent tout en s'évitant. Personne ne sait ce que font les 3 chats lorsque leurs maîtres n'ont pas l'œil sur eux. Aussi rare que cela puisse être, car ce sont de vrais pots de colle. Si leurs maîtres sortent se poser au café du coin, ils sont pris en filature par de petits espions à pas de velours. Je suis suivie. Cet endroit fait encore partie du territoire de mes chats. Ils s'y promènent, c'est tout près de chez nous. Si je ne fais pas attention, et même si ça ne me plaît pas, Ernie me suit jusqu'ici. Elle est si collante que j'ai du mal à m'en débarrasser. Wooly se joint parfois à elle, mais elle n'a pas la patience de rester avec nous et finit par partir de son côté. Peut-être parce que son territoire à elle n'arrive pas jusqu'ici. Henning, notre matou, ne nous a encore jamais suivis. C'est mieux ainsi parce que nous voulons l'habituer lentement à la ville et nous préférons qu'il reste prudent. Je trouve que parfois les chats mâles sont un peu stupides. J'ai du moins remarqué que les mâles se faisaient plus souvent renverser. Concernant Wooly, Henning et Ernie, je voudrais déterminer si ces 3 chats, qui vivent ensemble, se côtoient aussi à l'extérieur. Peut-être, comme c'est souvent le cas, qu'ils sont ensemble dans la maison et le jardin, mais qu'au-delà, chacun fait sa vie. Le campus universitaire près du café est un immense terrain de jeu qu'ils parcourent librement. Les données GPS montrent qu'à la différence des autres chats, ces 3 félins passent systématiquement un petit moment ensemble au cours de leur sortie, même s'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. À l'extérieur, la frontière entre le jeu et les conflits de dominance s'efface. Il est intéressant de constater que les 3 chats passent du temps ensemble, dans un même périmètre. Ils ont appris en tout cas à s'y accepter. La maison n'est séparée du parc que par une rue. Mais la fine bande de macadam, très passante, représente un risque mortel pour les chats, qui ont du mal à estimer la vitesse des voitures. Heureusement, ils peuvent aussi compter sur leurs autres sens pour éviter les véhicules. De nombreuses familles du quartier ont des chats. S'ils veulent ou doivent traverser la rue, surtout le matin ou le soir, c'est un vrai danger pour eux. D'une part parce que les voitures et les vélos ne circulent pas à la même hauteur que les chats, et d'autre part, comme chez les hommes, il y a des chats intelligents et d'autres qui le sont moins. Des chats attentifs et d'autres plus distraits.
Je connais aussi des chats qui regardent consciencieusement à droite et à gauche avant de traverser. Ceux-là ont une longue espérance de vie. Souris, rats, lézards et oiseaux peuplent le parc à foison. Et les chats n'ont qu'à traverser la rue. Un vrai paradis pour ces chasseurs nés. Le jeu et la chasse se confondent parfois. Et pour jouer à chat perché, la colocataire est une cible toute trouvée. Les proies favorites des chats étant petites, ces derniers ne chassent jamais en groupe, mais en solitaire. Une souris suffit tout juste à rassasier un chat. Dans le parc, les chemins d'Ernie et de Vouly se séparent. Mais cette fois, l'éthologue peut les suivre à la trace. Pour ces 3 chats, en particulier pour Henning, j'ai voulu savoir s'ils traversaient la rue. Les propriétaires m'ont dit que Henning, ayant peur des voitures, il ne pensait pas qu'il s'aventurait dans le parc. Mais quand j'observe les données, je constate que tous les 3 traversent la rue, et même plusieurs fois par jour pour rejoindre le parc. Les 50 hectares du parc paysager associent une grande variété de milieux. Pelouse, parterre de fleurs ou bosquet. Un lieu de quiétude pour les hommes et un terrain de chasse irrésistible pour les chats. Leur spécialité, la chasse à l'affût. Non seulement ils hument et entendent leur proie, mais ils captent aussi ses mouvements. Après s'être approchés discrètement, il leur suffit de la capturer d'un saut puissant et bien ajusté. À la lisière du parc se trouve la maison où Franz Liszt a vécu plusieurs années. Un endroit qu'Ernie visite souvent pour son petit jardin et toutes ses cachettes idéales pour la chasse. Et les touristes ne la dérangent pas le moins du monde. Les données GPS indiquent qu'Ernie traverse très fréquemment la rue. En plus de voir et d'entendre les véhicules, ces coussinets sensibles aux vibrations l'aident à les sentir approcher. Le chat domestique s'est adapté à la vie avec l'homme, à un degré toutefois moindre que les chiens. Il n'a plus besoin de chasser pour se nourrir, car il reçoit bien assez en un tour d'ouvre-boîte. Le besoin énergétique du chat est d'environ 40 kilocalories par kilogramme, ce qui n'est pas énorme. Un petit sachet de pâté pour chat suffit à le couvrir. Mais son instinct de chasseur reprend souvent le dessus. Les chats ont la pulsion naturelle de se mettre à l'affût, de ramper, d'attraper une proie qui s'enfuit, qui se cache. Pour un chat qui n'a pas faim, une partie de chasse se termine toujours trop tôt. L'issue n'a aucun intérêt. Tout ce qui vient avant, par contre, c'est amusant et excitant. Tous leurs sens sont sollicités. Ils doivent réfléchir, être actifs physiquement et mentalement. Voilà ce qu'ils aiment. L'homme affectionne le chat à cause de son allure infantile. De grands yeux, un petit nez, une tête ronde. En un mot, il est à croquer. Mais il ne faut pas oublier que c'est un prédateur, un sprinter puissant et implacable. Les musaraignes, finalement dédaignées car peu goûteuses, sont souvent rapportées en trophée. Il semblerait que les chats agissent ainsi parce qu'ils considèrent que leurs gardiens sont de piètres chasseurs.
Dans le lotissement récent, à l'est du parc, c'est la même préoccupation qui anime les chats. La nourriture. Flocon est ici chez lui. Chaque jour, il part en quête de nourriture, mais lui est partisan du moindre effort. Dans ce quartier au petit pavillon moderne, la densité de chats est très élevée. C'est un matou très sociable. Il va souvent voir les voisins, surtout s'il reçoit à manger. Les gens l'aiment beaucoup. C'est parfois inquiétant pour nous de ne pas savoir où il se trouve, surtout lorsqu'il disparaît des jours entiers. Je suppose qu'il squatte chez des voisins, à quelques maisons de là. Seule dans sa grande maison vide, Lisa s'ennuie, cherche à se divertir et préférerait de loin être dehors. Flocon s'est spécialisé dans le pillage des gamelles. Comme tous les chats, le matou a un circuit quotidien, celui des meilleures tables du quartier. Et il sait user de son charme. Tout ce qui est petit et rapide peut faire office de jouet pour Lisa. La grande concentration de chats dans ce quartier les oblige à restreindre leur territoire respectif. Le jardin voisin est souvent le royaume d'un autre. Mais c'est bien connu, l'herbe est toujours plus grasse dans le pré d'à côté. Il faut sans cesse repousser l'envahisseur. Descendant du chat sauvage d'Afrique qui vivait dans le désert, le chat domestique boit peu. À chaque lapement, sa langue aux papilles cornées crée une colonne d'eau qu'il aspire comme à une fontaine. Flocon l'obstiné cherche à agrandir son petit territoire, n'hésitant pas à multiplier les incursions chez ses voisins. Curieux de nature, les chats veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller. Une forte densité de chats peut engendrer un grand stress social pour eux. Les gens décident souvent de prendre un chat parce qu'ils ont un jardin en s'imaginant que ça lui suffira. Mais le jardin en question est parfois déjà le territoire d'un autre. Et le nouveau venu n'osera même pas y mettre la patte. Quand un nouveau chat arrive dans un quartier, il doit se faire sa place et le cas échéant s'imposer face à d'autres, ce qui est source de stress. Et même s'il conquiert un territoire, il doit pouvoir le défendre. Il ne peut pas se permettre d'être malade et de rester 2 semaines à l'intérieur. Sinon un rival lui chipera la place. Sur son territoire, le chat souverain veut une chose, la primauté pour la nourriture. En résumé, tout doit lui revenir. Mais les jeunes rebelles tentent souvent des coups d'État. Le moindre maître est source de conflit. Chacun défend son bout de territoire et cherche à l'agrandir. Leur principale arme dissuasive, l'intimidation à distance, à l'aide de postures et de feulements menaçants. Les vraies bagarres entraînant des blessures sont rares. Le plus faible renonce, la queue basse. Lorsque le soleil se couche sur la ville et que le calme revient, les chats redoublent d'activité. Lottie entame sa ronde. Elle, qui ne fait que de courtes sorties dans la journée, s'aventure plus loin. Au crépuscule, elle se déplace plus vite et plus souvent qu'à n'importe quel autre moment du jour. Elle traverse la rue longeant le parc et se faufile dans les herbes hautes
en direction de la rivière qui coule en son milieu. Peu après, Rudy quitte lui aussi la maison. Dans la pénombre, la vision nocturne des chats est un atout indéniable. Leurs pupilles enfantes s'élargissent. Ils n'ont besoin que d'un sixième de la lumière nécessaire à un homme pour y voir clair. Les chats ne perçoivent pas la couleur rouge. En revanche, ils voient toute une gamme de nuances de bleu. Tous les sens en éveil, le chat est un chasseur accompli. Ce soir-là, par hasard, le vieux pont suspendu au-dessus de la rivière devient le théâtre d'un conflit aux frontières. Rudy arrive de l'Est. Lottie approche de l'Ouest. Une rencontre imprévue et fâcheuse pour les deux chats. Séparés par la rivière, ils se jaugent à distance, sans qu'aucun des deux n'ose franchir le pont. Cette nuit, Rudy a choisi d'entreprendre l'une de ses grandes rondes de marquage jusqu'au centre du parc. Mal lui en a pris. La rivière forme une frontière naturelle qu'il est tentant de traverser. Mais aucun des deux chats n'ose s'y risquer et ouvrir les hostilités. Tous deux craignent de déclencher une bagarre d'où ils ressortiraient perdants. Ils capitulent au même moment. Pour cette fois, les deux chats respecteront le territoire du voisin. Tous les chats participant à l'étude rentrent dormir chez eux le soir, sans exception. Ils ont en partie synchronisé leur rythme de vie avec celui des hommes. Les données révèlent que Lottie est plus prudente que d'autres chats. Elle ne traverse la rue passante le long du parc que le soir venu. À l'ouest, son territoire jouxte celui de Zora et à l'est, celui de Rudy. Lottie a renouvelé ses marquages dans le parc. Rudy décide donc dès le lendemain de traverser le vieux pont. Les phéromones de sa rivale lui signalent quel territoire elle revendique. Mais Rudy ne compte pas lui céder un centimètre. Au nord-ouest du parc, les trois chats se retrouvent également sur le campus universitaire. Ils y restent un petit moment ensemble, placides et décontractés. C'est à cette heure-ci, entre chiens et loups, que les chats solitaires apprécient la compagnie de leurs congénères. Un phénomène étrange et souvent observé, mais pour lequel les scientifiques n'ont encore aucune explication. Au bout d'une petite demi-heure, chacun repart de son côté. L'un d'entre eux a une idée précise en tête. Henning se hâte à travers le parc jusqu'à la maison de Franz Liszt, traverse un pont vers le pavillon de jardin de Goethe, puis entame le chemin du retour en décrivant un vaste cercle et en empruntant un autre pont. Une virée d'une bonne heure. Lui, dont les maîtres pensaient qu'il n'avait qu'un petit territoire, parcourt ainsi chaque nuit quelques kilomètres à vive allure et traverse plusieurs rues avant de rentrer enfin.
De tous les chats étudiés, Henning est celui qui a le plus grand territoire. Il s'étend dans toutes les directions, y compris très loin dans le parc. Le territoire de Henning est 5 fois plus grand que celui de ses colocataires. À 2 ans, il est pourtant le plus jeune chat du groupe étudié. Les données montrent clairement que les mâles et les jeunes chats ont un secteur d'activité bien plus grand que les femelles et les chats âgés. Rudy régnait peut-être aussi sur un territoire encore plus grand dans sa jeunesse. La semaine d'études touche à sa fin et plusieurs propriétaires de chats en profitent pour se retrouver dans le jardin de Rudy. Le vétérinaire veut leur présenter les premiers résultats obtenus. Nous allons découvrir ce que notre chère Lottie fait de ses journées. Elle a manifestement un immense territoire. C'est incroyable. Elle traverse chaque jour la rue. C'est fou. Elle se promène dans le parc avant de revenir par là. Oui, je vois ça. Attendez, il y a mieux. C'est bien assez. Leur territoire se chevauche. Voici celui de Rudy, un peu plus petit. La rivière passe ici, au milieu de notre beau parc. Là, ça doit être notre maison. Oui, nous sommes là. Rudy va jusque là-bas. Voici le territoire d'Emily. Et voici celui de Lars. Identique. Mais il le parcourt à des moments différents, en alternance, de façon à s'éviter. Lars va suivre le chemin emprunté par Emily juste avant lui en se demandant qu'est-ce qu'elle fabrique. Je suis très étonnée, d'abord par le fait que mes chats vont bien plus loin que je l'imaginais. J'espérais aussi qu'ils ne traversent pas trop souvent la rue, mais c'est bien le cas. L'autre point intéressant, c'est que Lars se réfugie souvent là où il est né, dans les vieux hangars où on l'a trouvé. C'est une surprise à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Je pensais que Lottie restait tout près, peut-être dans les jardins alentours. Je n'aurais jamais pensé qu'elle allait si loin. En voyant les résultats, j'avais le cœur qui battait. Et quand je vois à quel point elle est active et qu'elle traverse sans arrêt la rue principale, je n'ai pas fini de m'inquiéter. Quand on quitte la maison, Rudy se poste en haut du jardin et miaule pour nous donner mauvaise conscience. Alors savoir qu'il emprunte le même chemin tout seul jusqu'à la rivière et la rue principale, ça me surprend beaucoup. Ces résultats sont extrêmement intéressants. Maintenant, je peux montrer aux propriétaires de chats quelle taille peut atteindre leur territoire. J'ai aidé ma collègue à analyser les données, qui sont parmi les rares à exister sur le sujet. Pour les éthologues et pour les vétérinaires, qui sont par la force des choses un peu éthologues, cette étude est passionnante et très révélatrice. Un groupe de 10 chats, en seulement 5 jours, a dessiné un véritable labyrinthe. De quoi supposer que tous les chats de Weimar réunis ont déjà dû arpenter chaque mètre carré de la ville. L'intérêt pour moi était de voir comment les chats se déplacent, surtout par rapport aux attentes et aux portraits qu'en faisait leur maître, qui étaient parfois bien loin de la réalité. Il serait maintenant intéressant de monitorer les chats de tout Weimar sur une durée plus longue que 5 jours, par exemple 1 an ou même plus, de manière à obtenir des résultats encore plus représentatifs. Ce genre de recherche sur les chats n'en est qu'à ses débuts. Et au cours des prochaines décennies, nous allons découvrir bien des choses sur eux que nous ignorons encore totalement. Je pense que les animaux ont un caractère qui leur est propre et une âme.
Les humains sont tous très différents. Nous avons des besoins bien distincts et nous menons des vies très différentes. C'est pareil pour les chats, y compris en ce qui concerne leur caractère. Il y a de tout, des flegmatiques comme des narcissiques. Da ist, glaube ich, alles dabei.